Ben, je vous souhaite le bonsoir à toutes et à tous pour cette rencontre sur la Catalogne, sur l'affaire catalane. Je vous dis tout de suite qu'on aimerait en faire plus souvent. C'est-à-dire on a le sentiment que l'IREMO fait des débats sûrement intéressants sur des sujets liés au Proche, au Moyen-Orient, mais pas assez sur les pays du sud de l'Europe, qui sont d'abord nos voisins et ensuite des pays importants. On a vu d'ailleurs l'intérêt que suscitaient les événements de Catalogne. Je dirais, quand on lit un peu la presse, plus des réactions d'émotion que des moments de réflexion. Et c'est pourquoi nous avons invité nos amis pour essayer, avec vous, d'éclairer un certain nombre de questions que pose la situation, la tension, disons, entre la Catalogne et le pouvoir de Madrid. Je pense, sans être du tout spécialiste de la question, qu'il y a vraiment un très grand nombre de questions très imbriquées. D'abord, le poids de l'histoire, de la longue histoire. L'histoire catalane, elle fait 1200 ans, plus ou moins, de profondeur historique. Donc, il faut avoir une petite idée de la question. Il y a aussi des raisons plus récentes de la radicalisation du mouvement indépendantiste, y compris la gravité de la crise et le poids qu'elle fait peser sur la Catalogne. J'ai lu dans votre livre les chiffres, 4 chiffres que je trouve on devrait les apprendre par cœur avant de commencer le débat. 6% du territoire espagnol, 16% de la population, 20% du produit intérieur brut et 23% des exportations. Il y a sûrement des choses à dire à partir de ces chiffres. Il y a aussi la nature, la représentativité, les limites du mouvement indépendantiste lui-même. Il y a certainement des caractéristiques propres à une partie de la population catalane, j'entends, hostile à l'indépendance, sur lesquelles il faudrait revenir. Il y a les caractéristiques de la réaction du gouvernement Rajoy, avec les perspectives, parce que dans une épreuve de force, je discutais l'autre soir avec mon ex-directeur du Monde diplomatique, Ignacio Ramonet, qui me disait, c'est vrai que c'est une question, qu'est-ce qui se passe si la Guardia Civile se retrouve face aux Mossos d'Esquadra dans un affrontement? Une question quand même plus que sérieuse. Il y a aussi la question des bases juridiques d'une éventuelle indépendance catalane, la question de la viabilité d'une Catalogne indépendante, la question des conséquences locales, nationales, je veux dire espagnoles et européennes d'une telle indépendance, sachant évidemment que la Catalogne ne serait plus membre de l'Union européenne jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau acceptée éventuellement comme pays membre. Il y a une vraie question que je n'ai lue presque nulle part sur la marge de manœuvre dans la négociation pour les deux parties. Quelle est leur marge de manœuvre dans la négociation? Il y a aussi une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le précédent que constituent le Pays de Galles et l'Écosse en Grande-Bretagne. Parce qu'on nous dit il n'y a jamais eu... Si, il y a eu. Non. Mais il y a eu négociation. C'est-à-dire, au Royaume-Uni, ce que je veux dire, il n'y avait pas Rajoy. Il y avait des gens qui négociaient. Il n'y avait pas l'indépendantisme basque. Il n'y avait pas l'indépendantisme. Absolument. C'est un référendum légal. Voilà. Mais bon, légal parce que le pouvoir britannique l'a voulu légal. Donc, je veux dire, on a quand même plus de cas de ce type et qui ne sont pas des catastrophes qu'on ne le dit souvent. Et puis, on peut se demander, je vous le demande, si vous pouvez répondre à cette question,
s'il n'y a pas aussi une dimension politicienne de cette affaire. Parce que visiblement, le PP profite énormément, lui qui était en chute libre, de cet affrontement-là. Et bon, avec le ralliement en plus du PSOE, c'est quand même frappant, quoi. Voilà, alors pour répondre à ces questions, à d'autres et à toutes celles que nos amis ici voudront poser, on a donc invité deux experts avec l'Harmattan en commun, puisque l'Harmattan est leur éditeur. Cyril Trépied, à ma gauche, c'est uniquement géographique, hein, qui est docteur en géopolitique de l'Institut français de géopolitique, en sociologie de l'Université de Barcelone. Il a effectué beaucoup de séjours en Catalogne pour préparer sa thèse. Il a aussi, étant hispanophone, appris le catalan, ce qui est évidemment important. Et il est l'auteur donc de Géopolitique de l'indépendantisme en Catalogne chez l'Harmattan cette année. Le livre est sorti, ou presque. Fin 2016, voilà. À ma droite, Christian O'Haraud, qui est économiste, professeur titulaire de chaire du Conservatoire national des arts et métiers et professeur invité à l'université Pompeu Fabra de Barcelone. Il est, me dit-il maintenant, professeur émérite depuis cette rentrée. Il est l'auteur de La Catalogne dans tous ses états, à l'Harmattan, donc 2017. Et il a aussi dirigé plusieurs ouvrages, dont La gouvernance des associations, sociologie, économie et gestion, chez RS en 2013. Alors, je propose, vous connaissez la règle du jeu, on en a parlé, qui est toujours la même ici. Donc, vous avez chacun une quinzaine de minutes pour introduire, enfin, on n'est pas à 3 minutes près, hein, évidemment, pour introduire votre vision des choses. Et puis ensuite, on répondra aux questions de nos amis. Et vous avez en plus apporté des PowerPoint, donc ils vous soutiendront dans vos exposés. Je ne sais pas qui veut commencer. Bah, peut-être Cyril, parce que c'est avant 2012. Alors, Cyril donc, va nous parler de la situation avant 2012 et vous allez nous parler avant et après, la situation, disons, un peu plus actuelle. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'IREMO pour son invitation. Alors, tout d'abord, quelques mots sur être indépendantiste. D'abord, c'est valable en Catalogne, mais ça l'est aussi parce qu'il n'y a pas qu'en Catalogne qu'il y a un mouvement indépendantiste. C'est aussi le cas au Pays Basque et en Galice. C'est, même si ça a l'air d'aller de soi, vouloir l'indépendance, mais pas forcément à n'importe quel moment, pas forcément dans n'importe quelle condition et pas forcément sans se préoccuper d'une reconnaissance internationale. C'est le fruit d'un mouvement, c'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui demandent un État ne sont pas nécessairement d'anciens nationalistes catalans qui auraient suivi tout le processus qu'a apparemment, officiellement, suivi l'ancien président catalan Jordi Pujol. Mais il y a de nombreux profils politiques et sociaux qui aujourd'hui demandent l'indépendance et c'est normal parce que la sociologie catalane est plurielle et reste plurielle. Ça veut dire aussi que les deux axes de la vie politique catalane, et pas seulement l'axe national, Catalogne et Espagne, mais aussi l'axe droite-gauche, restent pleinement valables aujourd'hui. Alors le territoire dont il s'agit de demander l'indépendance, a priori, c'est celui... J'ai raté mon effet. Oui. C'est... Voilà. Oui, je reconnais, mais... Donc c'est par là pour le... D'accord. Excusez-moi. Donc c'est celui de la communauté autonome de Catalogne qui compte 7,5 millions d'habitants et qui donc représente 6% du territoire espagnol. C'est une des communautés autonomes les plus peuplées d'Espagne. Celle étant la plus peuplée est l'Andalousie. Mais ça n'empêche pas de voir plus loin, de voir vers les pays catalans, ceux qui avaient été
unis hier par la couronne d'Aragon, qu'ont ceinte plusieurs fois des comtes de Barcelone, et qui sont unis aujourd'hui par la pratique du catalan, c'est-à-dire les Pyrénées-Orientales en France, la frange orientale de l'Aragon, les Baléares et la communauté autonome de Valence. Mais le débat actuel, c'est surtout sur la communauté autonome de Catalogne. Je l'ai dit, il n'y a pas qu'en Catalogne qu'il y a un mouvement indépendantiste. C'est aussi le cas au Pays Basque et en Galice, avec en plus, pour le Pays Basque, le fait que les indépendantistes basques ont été renforcés par l'arrêt de la violence par ETA en 2011, après plus de 800 morts. Et cette décision bien tardive a refait de l'indépendantisme basque une question politique et plus seulement une question policière. Le 11 septembre 1976, il y a eu la première fête nationale catalane postérieure à la mort de Franco. C'était une manifestation absolument immense pour l'autonomie catalane. Et à l'époque, comme c'était le cas pendant tout le franquisme, il y avait 3 aspirations qui étaient absolument indissociables. Récupérer l'autonomie, bien sûr, récupérer la démocratie et intégrer la communauté économique européenne. L'autonomie, la démocratie en Espagne, l'Europe. On ne pouvait pas séparer ces trois aspirations. Et ceux qui ont manifesté ce jour-là, avec des risques réels, parce que certes, Franco était mort, mais les groupes d'extrême droite étaient tout à fait actifs et armés. Et pour rappel, tous les partis politiques espagnols, y compris en Catalogne, n'étaient pas à ce moment-là légalisés. Eh bien, ceux qui ce jour-là ont manifesté, certains d'entre eux, aujourd'hui, demandent l'indépendance de la Catalogne, mais d'autres, aujourd'hui, s'opposent à l'indépendance de la Catalogne. Autrement dit, on a un reflet dans cette gigantesque manifestation de 1977 de la diversité politique catalane, et cette diversité demeure aujourd'hui. Oui, je vais y faire. Il y a une erreur qui est due à un anniversaire très récent. Le 23 octobre dernier, il y a 2 jours, on a célébré les 40 ans du grand discours de Josep Tarradellas, qui était président catalan en exil. Lors de son retour, le 23 octobre 1977, au balcon du palais de la Généralité, que vous avez beaucoup vu, je pense, ces dernières semaines. Et il a dit notamment dans ce discours « Citoyen de Catalogne, je suis ici, me voici de retour ». Quand il dit « citoyen de Catalogne », il ne dit pas catalan. Et c'est plus large de dire « citoyen de Catalogne », parce que ça veut dire tous ceux qui, aujourd'hui, vivent en Catalogne, demandent le retour de l'autonomie et de la démocratie, et qu'ils soient nés en Catalogne ou, pour beaucoup d'entre eux, nés dans le reste de l'Espagne. Josep Tarradellas, il appartenait à un parti ancien qui existe toujours, qui est membre de la coalition au pouvoir en Catalogne, qui s'appelle ERC. Mais Josep Tarradellas, il était contre l'indépendance. Et ça a été une figure pour les Catalans dans leur diversité. Le fait que le premier président catalan, celui qui a dirigé la Généralité provisoire de 1977 à, disons, 1979, le fait qu'il était contre l'indépendance, ça n'empêchait pas certains en Catalogne de demander l'indépendance. Même si pour la majorité des Catalans, elle était absolument hors de vue parce que la priorité, c'était récupérer l'autonomie. Mais il y a eu des mouvements pour l'indépendance et même des mouvements armés. Et certains des membres de ces mouvements armés avaient un nom absolument espagnol et pas du tout catalan. Ce qui montre aussi qu'un nom de famille, ça n'implique pas une opinion politique précise. Mais surtout, aucun mouvement indépendantiste armé n'a obtenu le moindre soutien populaire en Catalogne et c'est une différence sensible par rapport à ce qui a existé au Pays Basque. Je vais y faire, voilà.
un peu trop vite du coup. Dans la dernière période du franquisme en Catalogne, le premier mouvement d'opposition, il n'était pas nationaliste catalan, il était communiste. C'était le Parti socialiste unifié de Catalogne, le PSUC, qui était un des rares partis non étatiques inscrits à la Troisième Internationale et qui était le grand mouvement politique en Catalogne, qui entraînait avec lui de nombreux Catalans, et notamment du monde du travail et issus du reste de l'Espagne, et qui entraînait aussi avec lui le syndicat Comisiones Obreras, c'est-à-dire la Fédération catalane du syndicat Comisiones Obreras. Et pour lui, encore une fois, revenir à la démocratie, récupérer l'autonomie et adhérer à l'Europe, c'était indissociable. Il ne s'appelle plus PSUC, hein, aujourd'hui. Alors, non, mais en fait, il n'y a pas eu de remplacement complet du PSUC. Il y a eu Initiative pour la Catalogne vert, mais comme vous le voyez presque, j'abuse du temps qui m'est imparti, mais sur ces deux cartes des districts de Barcelone au municipal, à gauche, vous avez le PSUC en 1979, et à droite, vous avez Initiative pour la Catalogne vert, les rouges verts, si vous voulez, en 2011. Et bien sûr, c'est la même grille de valeurs, donc on peut comparer les deux élections, parce que c'est en pourcentage de voix, et avec la même grille. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas seulement une différence de score, il y a aussi une différence d'implantation. Il n'y a jamais eu de véritable remplacement au PSUC qui obtenait ses plus forts scores dans deux des districts les plus populaires de Barcelone, à savoir Nou Barris, les 9 quartiers, et Sant Martí au nord-est. Bon, décidément, voilà. Sur la plus longue durée, les deux grandes forces politiques en Catalogne jusqu'à une époque récente, à savoir les nationalistes jusqu'à récemment modérés de CiU et les socialistes catalans du PSC, qui est fédéré au PSOE, ces deux grandes forces politiques se sont imposées notamment parce que deux autres se sont effondrés. Le PSUC s'est retiré en 1984 de la course électorale et le parti UCD, qui était un parti espagnol de droite, a disparu lui aussi. Et donc, le PSC a profité de la sortie de scène, on va dire, du PSUC, et CiU a profité de celle du UCD. Et là, vous voyez la première élection gagnée par CiU, à gauche, 1980, il n'avait pas eu la majorité absolue à l'époque, et 2010 à droite. 2010, c'est important parce que c'est la dernière élection où la campagne a porté sur autre chose que l'indépendance. Et ça, c'est ce qui a caractérisé la période allant de l'autonomie jusqu'à, disons, la transition, jusqu'à fin 2012. Or, le président catalan de 1980 à 2003, sans interruption, Jordi Pujol, le leader et fondateur de CiU, a toujours officiellement refusé l'option indépendantiste de 1980 à 2011, lorsqu'il a prononcé une conférence résiduelle ou indépendante, au cours de laquelle il a finalement accepté l'idée de l'indépendance. Donc officiellement, il était contre. Moi, on m'a dit, quand j'ai commencé ma thèse en 2007, qu'il était pour. Mais officiellement, il était contre. Surtout au moment où il accepte finalement l'objectif de l'indépendance, son parti, sa fédération CiU, a obtenu un pouvoir territorial inédit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il gouverne pour la première fois la députation de Barcelone, c'est-à-dire celle qui administre la plus grande partie de loin de la population catalane, et il a obtenu la mairie de Barcelone, qui avait toujours été détenue par les socialistes, puisque pendant une très longue période, les socialistes catalans gouvernaient les grandes villes et les nationalistes gouvernaient les villes de l'intérieur et les villes moins peuplées. Je vous l'ai dit, revenir en Europe, être reconnu pleinement comme Européen et s'impliquer dans la construction européenne, c'était une aspiration absolument majeure, vitale
pour les Catalans. Et ça s'est traduit par le fait que les dirigeants catalans et les Catalans, plus généralement, se sont impliqués très tôt dans la construction européenne, puisque le premier organisme destiné à représenter la Catalogne auprès des institutions européennes naît en 1982. 1982, bah oui, 4 ans avant l'adhésion espagnole, il y avait déjà à Barcelone un organisme créé pour défendre les intérêts catalans. Dès 1986, bien sûr, il s'installe à Bruxelles et depuis, la Catalogne s'est fait une région pionnière du rôle des régions dans la construction européenne. Sans elle, pas de comité des villes et des régions, pas d'alliance des régions à compétences législatives. Et ça, les dirigeants catalans l'ont toujours fait en laissant en Espagne les conflits les opposant à d'autres régions et à l'État central, tout en jouant au contraire à fond la carte de l'Europe des régions, c'est-à-dire la coopération entre communautés autonomes d'Espagne et la coopération, malgré tout, avec le gouvernement central. Mais simultanément, les indépendantistes, qui existaient, encore une fois, dans différents partis, ont toujours considéré que l'État catalan n'avait d'avenir qu'au sein de l'ACE, puis de l'Union européenne. Jamais les dirigeants catalans ne disaient le moindre mot d'indépendance quand ils étaient à Bruxelles, mais il y a eu peut-être, probablement, une aspiration, un espoir trop important placé dans les institutions européennes comme rempart, comme appui aux dirigeants catalans dans leur bras de fer avec le gouvernement central. Bien évidemment, 1991, enfin, la période 1989-1992 a été un accélérateur pour l'indépendantisme catalan parce que ça a montré que la carte pouvait bouger en Europe. Il y a eu de très nombreux nouveaux États qui sont ensuite devenus membres de l'Union européenne. Et le parti ERC, encore une fois, qui fait partie de la coalition aujourd'hui au pouvoir en Catalogne, n'a officiellement adopté l'indépendantisme qu'en 1992. Et vous voyez, enfin vous devinez, une affiche pour les élections européennes de 1992, cap à la independencia, vers l'indépendance. Donc c'était un moment très important. Et surtout, la carte pouvait bouger pacifiquement. Néanmoins, s'il y avait des indépendantistes dans différents partis, nationalistes ou pas, en Catalogne, aucune campagne électorale ne portait en Catalogne sur le thème de l'État catalan. Ça veut dire qu'on pouvait penser à un État catalan, mais ça n'avait aucune conséquence et surtout, ça ne permettait pas de faire un programme électoral. Si vous regardez ce tableau, il traduit un sondage fait auprès des électeurs catalans des élections législatives espagnoles de 2000. Donc, ERC était officiellement indépendantiste. Et la question portait, comme souvent en Catalogne, sur ce que devrait être la Catalogne. Parmi les électeurs de ces législatives ayant voté Parti populaire, ils étaient pas 50, pas 60, mais 13% à considérer que la Catalogne devrait être une région d'Espagne et 12%, presque autant, à considérer que ce serait bien que ce soit un État indépendant. Et inversement, du côté ERC, bon, ce n'est pas une grande surprise, l'option région d'Espagne n'obtenait que 5% des suffrages, mais l'option État indépendant obtenait un peu moins de 50% des opinions recueillies, 47% et pas 60, 70 ou 80. Ça signifiait aussi que dans la société que décrit aussi ce tableau, les amitiés, les liens allaient bien au-delà des frontières partisanes et idéologiques. Donc, ERC était officiellement indépendantiste, mais ça ne suffisait pas à remplir un programme. Donc, il fallait parler d'autre chose, sans faire oublier qu'on était indépendantiste, parce que c'était quand même la différence spécifique du parti. En 2008, c'est quand même assez récent, pour les élections générales, le parti ERC, officiellement indépendantiste, avait un spot de 30 secondes disant « À la fin de ce spot, 30 secondes de moins nous sépareront de l'indépendance ».
C'est pour ça que j'ai intitulé ma prise de parole « Indépendance inédiée ». On dit qu'on s'en est rapproché 30 secondes, mais il n'y a toujours pas de date. Et de toute façon, l'élection ne portait pas encore là-dessus. C'est un coup de RC. Non, voilà. Bien évidemment, le très long processus de réforme statutaire, c'est-à-dire de réforme du statut d'autonomie catalan obtenu en 1979 par la Catalogne, a fortement relancé la géopolitique espagnole. Le projet voté par le Parlement catalan en septembre 2005 a été fortement modifié par le Congrès des députés de Madrid en 2006. Et donc, il ne définissait plus la Catalogne comme nation, comme c'était le cas dans sa version première. Et il y a eu plusieurs recours contre ce statut d'autonomie renouvelé. Et ces recours, enfin celui du Parti populaire, n'a fait l'objet d'un jugement par le tribunal constitutionnel 4 ans plus tard, en 2010, c'est-à-dire 4 ans après le référendum par lequel ce statut a été approuvé par les citoyens catalans. Et ça a été, c'est vrai, un tournant du mouvement indépendantiste en Catalogne, avec une très grande manifestation dès le lendemain de cette décision qui remettait en cause certains des principaux articles, pas tous, du statut d'autonomie. Et l'idée du droit à décider en remplacement du droit à l'autodétermination a été fortement proclamée dans cette manifestation. Mais il n'y avait pas encore de certitude que la Catalogne serait très vite indépendante. Simultanément, et je dois avoir largement dépassé mon temps, les associations jouaient un rôle actif dans la diffusion du message indépendantiste. Sur cette carte qui représente, pour les aplats de couleurs, les comarques en fonction, donc les circonscriptions catalanes en fonction de la fréquence des référendums locaux et associatifs sur l'indépendance qui ont eu lieu de 2009 à 2011 dans plus de 500 des 948 municipalités catalanes. Donc plus les circonscriptions sont foncées sur cette carte, plus le nombre de référendums locaux, sans valeur légale, y ont été nombreux. Et les cercles orange et blanc indiquent les comarques les plus fidèles aux nationalistes jusqu'à récemment modérés de CIU, c'est-à-dire ceux où la fédération avait obtenu plus de 25% des inscrits, ou 25% des inscrits de 1984 à 2012, c'est-à-dire la fidélité absolument maximale. Et comme vous le voyez, les deux indicateurs ne coïncident pas systématiquement, notamment dans les comarques autour de Barcelone, au nord et au nord-est de Barcelone. Là, on a beaucoup de référendums locaux sur l'indépendance, mais on n'est pas dans des comarques où habituellement CIU obtient ses scores les plus importants, ce qui veut dire que le travail des associations pour diffuser le message indépendantiste et celui des partis politiques ne sont pas hermétiques, mais ils sont complémentaires. Comme ça, vous pouvez voir plus longtemps la carte. Pour terminer, sur la longue durée, vous avez compris que les partis indépendantistes, parce qu'ils sont plusieurs, tout comme les partis qui aujourd'hui s'opposent à l'indépendance, ont profité de la chute de plusieurs grands partis de gauche, au moins deux. Le PSUC d'abord, entre 1980 et 1984, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, la courbe verte, et plus tard les socialistes catalans du PCC, qui ont commencé à gouverner en coalition la Catalogne de 2003 à 2010, alors qu'ils étaient déjà en chute électorale. Et la coupe dont vous avez, je pense, entendu parler, et sans laquelle,
Puigdemont ne serait pas investi président, ne participe aux élections que depuis 2010. Enfin, 2012, pardon. Alors, la Diada, et je termine en gros là-dessus, de 2012, la fête nationale catalane, est réellement un tournant parce que dès le lendemain de cette manifestation à laquelle de multiples mouvements appelaient à participer et à laquelle 1,5 million de personnes ont participé avec ou sans invitation d'un quelconque mouvement, ça a été dès le lendemain la base sur laquelle on a affirmé que non seulement l'indépendance était juste et souhaitable, mais qu'elle était inéluctable et proche. Au cours de cette manifestation, qui n'était pas un plébiscite pour le président nationaliste modéré Artur Mas à l'époque, mais qui avait lieu aussi contre les mesures d'austérité qu'elles viennent du gouvernement catalan depuis fin 2010 ou du gouvernement central espagnol depuis fin 2011, c'est-à-dire de Rajoy. Donc dans cette manifestation, il y avait différentes options politiques, mais le message de l'indépendance était pour la première fois majoritaire dans le cortège. Et dès le lendemain, c'est ce que vous voyez peut-être sur le poster à droite de la photo, il y a eu l'idée qu'un processus historique venait de s'enclencher qui conduirait nécessairement et très vite la Catalogne à l'indépendance. 11 septembre 2012, hem fet historia, nous avons fait l'histoire et cette histoire continue. Et le président Mas s'est appuyé sur cette manifestation pour défendre pour la toute première fois le projet indépendantiste à Bruxelles. Je vous remercie beaucoup. Avant de passer la parole à Christian Hoareau, je voudrais vous demander, en ayant suivi votre exposé, à votre avis, pourquoi il y a eu ce phénomène de radicalisation ? Quels sont les facteurs majeurs de cette radicalisation que vous avez montré Au moins deux. Lorsque la manifestation du 11 septembre 2012 a lieu, il n'y a pas eu encore d'accord d'Édimbourg pour le référendum écossais, mais chacun sait qu'il y aura un accord d'Édimbourg, c'est-à-dire que chacun, gouvernement central du Royaume-Uni et gouvernement catalan, excusez-moi, lapsus révélateur, Alex Salmond, le Premier ministre écossais, sont sur le point d'accepter formellement et définitivement l'issue du référendum, quelle qu'elle soit. Donc déjà, il y a l'exemple écossais qui est un exemple de processus pacifique et encore une fois accepté par les deux gouvernements. Il y a ça. Il y a la crise économique qui n'a pas créé l'indépendantisme catalan, puisque c'est une idée qui est née au plus tard, au tournant du XXe siècle, mais qui a servi clairement de propulseur, avec notamment l'idée que avoir un État catalan protégerait et épargnerait à la population catalane les mesures d'austérité, puisque ils pourraient administrer eux-mêmes les richesses qu'ils produisent et venir en aide aux plus démunis des Catalans. Et puis, il y a aussi j'avais 3. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Ben oui, mais quand on commence sur la Catalogne, on ne s'arrête jamais. Donc, au moins, troisième raison, le fait que l'idée progressive qu'au sein de l'Union européenne, seuls les États peuvent compter, et notamment, ce qui est tout sauf anodin pour les Catalans, obtenir l'accession de leur langue comme langue officielle de l'Union européenne, ce qui a été très souvent demandé pour le catalan, mais qui n'a pas été obtenu, à la différence du maltais, qui concerne beaucoup moins de locuteurs. Merci beaucoup, Christian Hoareau. Voilà, on va essayer de respecter le délai. Mon épouse avant. Voilà. Merci.
Je pense que ce dessin est révélateur de la situation, hein, puisque vous voyez des horloges qui émettent du temps dans ce conflit. Deuxièmement, vous avez le drapeau de la Catalogne, et puis vous voyez l'étoile cubaine, hein, de l'indépendance de Cuba, qui a été récupérée pour le drapeau indépendantiste. Donc c'est un peu sous forme de plaisanterie, mais malheureusement, ce sont quand même des choses sérieuses. Donc je voudrais, j'aurais voulu vous parler de tout cela, mais le temps nous est compté, et Cyril a dit pas mal de choses. Le premier point, la crise catalane a des spécificités, mais je pense que c'est un révélateur de la crise, en fait, de ce qu'on appelle l'état des autonomies. C'est un révélateur. Crise institutionnelle la plus grave depuis 1978, hein, parce que même le coup d'État du lieutenant Darro a été quand même bien géré par Juan Carlos. Donc un révélateur du modèle territorial en fait de l'État espagnol. L'Espagne est un pays très décentralisé. Simplement, dans sa constitution, qui prévoit la création des communautés autonomes avec une voie rapide pour les nationalités historiques, la Catalogne, le Pays Basque, la Galice, et puis une voie plus lente, a priori plus lente pour les autres. Mais en fait, ce processus de décentralisation n'a pas de régulation. Autrement dit, au fil du temps, chaque communauté autonome voulait élargir ses compétences, etc. D'ailleurs, c'est comme cela que Jordi Pujol a joué justement dans son soutien pour tel ou tel parti au niveau des Cortes. Il a obtenu en fait un élargissement des compétences. Donc il était un peu faiseur de roi et il a développé ce qu'on peut appeler une politique de participation, enfin de soutien, mais sans participation au gouvernement. Parce qu'on lui avait demandé de participer au gouvernement espagnol. Donc un État, ça a été dit, fragilisé par la crise économique de 2008, fragilisé par une corruption endémique, ça je crois qu'il faut le rappeler, le conflit catalan et Samara est venu interrompre en fait l'actualité de la corruption du Parti populaire. Donc ça pour M. Rajoy, c'était une bonne nouvelle. Et puis il faut le dire aussi, une rivalité entre les régions. Si on prend l'Andalousie, par exemple, ça serait tout à fait illustratif. Et je dirais, pour répondre à une question que vous avez posée au début, à partir de 1996, avec l'arrivée de Aznar au pouvoir, Aznar a mené une politique en fait qui s'appuyait sur le nationalisme espagnol. Et d'une certaine façon, le nationalisme espagnol a désigné le catalan comme, je dirais, à la limite, l'ennemi. Si vous avez vu les images de départ de la Guardia Civile, de Huesca, enfin d'autres régions d'Espagne, quand les gens sont allés dans la rue, disaient apoios. De façon familière, ça veut dire vas-y, vas-y, vas-y. Et en français un peu plus soutenu, ça veut dire suce à l'ennemi. Donc, je pense que cet aspect ne peut pas être méconnu. Alors, bien évidemment, la remise en cause du modèle de financement des autonomies, qui est au centre également, et ce qui est lié, c'est la solidarité interterritoriale. Je pense qu'on en parlera.
L'entrave de la Catalogne en Espagne, en fait, ça a été dit, hein, mais si on prend l'histoire, c'est un conflit de longue durée, mais d'intensité variable selon les périodes. Je voudrais passer peut-être au... Bam, ouais, parce que je dis ça. Voilà. S'agissant de la montée de l'indépendantisme, je crois que les raisons sont bien tenues. On a parlé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ou tribunal constitutionnel de 2010 sur le statut d'autonomie. En fait, il y a 14 articles sur 223 qui ont été déclarés inconstitutionnels, mais ils touchaient à des domaines emblématiques. Il a parlé effectivement de rejet de la notion de nation catalane, le caractère préférentiel du catalan, et puis surtout la création d'une autorité catalane qui superviserait les juridictions administratives espagnoles. Donc, cette date de 2010 est importante parce qu'on voit la montée en fait de l'indépendantisme qui s'accélère à partir de 2010 en termes d'opinion. Voilà, les sondages d'opinion. Ensuite, le niveau des transferts de ressources fiscales, c'est le fameux déficit fiscal qui a beaucoup été utilisé pour mobiliser ou justifier l'indépendance. Pour l'année 2016, il est de l'ordre de 10 milliards d'euros, ce qui fait 5% du PIB. Le déficit de quoi? Parce que... le déficit fiscal, c'est le niveau de transfert des ressources fiscales vers l'État central. On ne va pas rentrer sur les deux modèles qui existent de financement de la région, mais ça dépend des méthodes de calcul. Hein. C'est ce que l'Espagne coûte aux Catalans. Bah oui, mais ce qu'il y a derrière, c'est la solidarité. C'est pour ça que quand les journalistes interrogent les uns et les autres, ou c'est qu'ils disent, ils disent que les riches ne veulent plus payer pour les pauvres. Alors c'est un peu plus compliqué. Mais c'est une question qui peut être posée, mais en réalité, elle est pour les Catalans, c'est qu'ils veulent bien, ils sont d'accord pour le principe de solidarité, mais ils veulent revoir leur contribution parce qu'ils considèrent qu'elle est un peu excessive. Mais en fait, elle est considérée comme inacceptable. Où elle a été considérée comme inacceptable en fonction des conséquences de la crise économique. Parce qu'il y a eu des coupes budgétaires dont on a parlé en Catalogne qui ont touché le social, qui ont touché les investissements, qui ont touché les fonctionnaires. Et pour mémoire, Artur Mas a été obligé pour pouvoir revenir au palais de la Généralitat, il y avait une manifestation, il n'a pas pu revenir sans utiliser un hélicoptère. Donc je crois que les conséquences de la crise économique est importante. La politique d'immobilisme de M. Rajoy, ça a été dit, je simplifierai en disant que de 2010 à septembre 2007, M. Rajoy trop d'immobilisme, et à partir de septembre 2017, trop d'autoritarisme. Mais il est évident que ce qui sous-tend la politique de M. Rajoy, en dehors de la poursuite de la recentralisation, tentative de recentralisation de l'État espagnol, c'est le fait qu'il pensait que les indépendantistes lâcheraient les premiers. Dans le bras de fer, c'était son hypothèse. Ensuite, l'effondrement électoral du catalanisme modéré, Thierry en a parlé, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas pour une simple raison. D'abord, c'est au profit de RC, hein, et il est masqué en fait par le virage souverainiste de Artur Mas en 2011,
et élection de 2012. Et puis aujourd'hui, la liste commune de Runpelsi, Ensemble pour le oui. Donc en fait, cet phénomène il est considérable. Je voudrais simplement vous dire que aux élections de 2015, les partis indépendantistes ont totalisé 48% des voix et 72% des sièges. Mais dedans, il y a la coupe. Hein. Bon. Les partis dits unionistes, c'est-à-dire qui sont contre l'indépendantisme, mais le langage maintenant c'est unionisme, totalisaient 52% des voix. Lorsque vous prenez les 6 élections précédentes, c'est-à-dire 1999, 2017, vous regardez les résultats, vous avez exactement la même proportion. C'est-à-dire 48% pour les partis dits indépendantistes aujourd'hui et 52% pour les autres partis. C'est quand même intéressant. Deux éléments rapides. Je pense que le souverainisme a été quand même renforcé par le renouvellement générationnel, et notamment le renouvellement générationnel des dirigeants politiques qui sont plus indépendantistes que leurs prédécesseurs. Et puis, sans polémique aucune, hein, je pense qu'à partir des années 80, nous avons des générations qui sont formées à l'école en Catalogne, principalement une scolarisation en catalan et l'appropriation d'un récit historiciste et qui a beaucoup joué dans la construction du catalanisme sécessionnisme. Les deux axes qui déterminent l'espace politique catalan, on en a parlé, donc je vais simplement... Oui. Voilà. En termes de langage, c'est très intéressant, mais je voulais préciser ce point-là. Juste en 2012, c'était catalanisme versus espagnolisme dans le langage. À partir de 2012 et surtout de 2015, c'est sécessionnisme versus unionisme. Ce que je veux préciser, c'est que de 1886, période où apparaît le catalanisme politique, certains appellent le nationalisme catalan, de 1886 à 2012, l'indépendantisme a toujours été minoritaire, du point de vue électoral, mais je pense aussi dans la population. Alors, il me reste maintenant. Bon, je vais passer. Vas-y. Ah non, on a la précédente. Voilà. En fait, on dit État indépendant ou non, pas d'État indépendant. En fait, les sondages ne portent pas uniquement sur ce point. S'il avait monté une évolution, la population, les sondages qui sont faits par le Centre d'études d'opinion qui dépend de la Généralité, c'est que vous avez la courbe qui monte et qui descend de façon assez brusque, c'est un État indépendant. Donc vous voyez qu'elle s'accélère à partir de 2010. Elle commence à redescendre à partir de 2014 et en 2017, 35% des sondés sont pour un État indépendant. Ensuite, communauté autonome, c'est la courbe rouge qui prend une ascension. En fait, vous avez 30% des Catalans qui souhaitent rester en communauté autonome. Alors la question, c'est communauté autonome avec plus d'autogouvernement, etc.
enfin, un État dans une Espagne fédérale, c'est porté par les socialistes notamment. En fait, c'est la tourbe verte. En fait, on est à 22%. Et ça monte très péniblement. Par contre, le région d'Espagne, vous voyez, ça n'a jamais dépassé les 5%. Ça avait été voté précédemment. On va avancer et je voudrais aborder en fait je garde... oui, s'il te plaît. Voilà, voilà en arrière. Ouais. Je garde pour le débat l'article 155 de la Constitution, mais je voudrais vous dire que dans la dynamique des conflits, en fait, il y avait 4 scénarios possibles pour les indépendantistes et l'État espagnol. Il y en avait un qui, a priori, sur le papier, était celui qui était gagnant-gagnant, c'était le pacte. Mais ça supposait un dialogue, une négociation, etc. Mais c'était impossible. Et donc, les indépendantistes l'ont bien compris. Et les indépendantistes ont misé, en fait, sur la rupture avec une médiation de l'Union européenne. Parce que le pacte était peu réaliste. Quant à l'État espagnol et le gouvernement Rajoy, il a privilégié l'inertie et ensuite la confrontation. Et nous sommes aujourd'hui dans cette phase de confrontation. Donc, j'aurais plaisir à développer après la rupture avec médiation de l'Union européenne, c'est-à-dire quelles sont les erreurs qu'ont fait les indépendantistes, et puis peut-être parler de l'article 155 de la Constitution. Voilà. Merci. Je vais quand même vous demander une précision, parce que quand on vous écoute, il y a un point qui ne paraît pas clair. Aujourd'hui, le statut légal de la Catalogne, c'est qu'elle est une nation. Non, le statut... Elle est quoi? Parce que c'est pas évident dans les commentaires qui sont faits. Et du point de vue juridique, c'est une communauté autonome, et dans la Generalitat et l'organe politique, administratif, etc. En revanche, du point de vue historique, je considère une partie des Catalans, je considère que c'est une nation, mais en fait, c'est une nation sans État. Mais vous pouvez vous considérer comme faisant partie d'une nation, mais juridiquement, c'est une communauté autonome. Merci infiniment à vous deux. Oui. Je suis absolument d'accord. C'est juste pour ajouter que selon la constitution espagnole, qui est toujours en vigueur, la Catalogne est une nationalité au même titre que le Pays Basque et la Galice. D'accord. Oui. C'est raisonnable. Alors, merci à vous deux. C'est énormément d'éléments de réflexion. Et maintenant, c'est à vous pour les questions. Notre ami a le micro à la main. Vous n'oubliez pas de le prendre parce que sinon, on va entendre très mal dans la vidéo. Voilà. À qui? Je vous en prie. Attendez, le micro. Oui, mais c'est pour le micro. Voilà. Comment se situe Podemos par rapport aux Catalans? Excellente question. Oui. Okay. Alors, Podemos s'appuie fortement, de manière vitale, sur des relais régionaux qui ne font pas formellement partie du parti, désolé pour la répétition, mais sans lesquels il ne serait pas la troisième force politique en Espagne. Donc, officiellement, le parti national Podemos est pour un référendum d'autodétermination contraignant, ce qui n'a jamais eu lieu en Espagne, mais contre l'indépendance catalane. Maintenant, c'est la position officielle et celle de Pablo Iglesias, le leader de Podemos, a un petit peu fluctué ces dernières années sur la question catalane, d'autant plus que donc,
son allié catalan a gagné les législatives espagnoles en Catalogne en 2015 et 2016. Donc c'est vraiment très important. Mais il y a aussi mais au Pays Basque, Podemos est aussi assez proche des indépendantistes basques. Donc, selon les moments, la position de Podemos varie. Et puis, il y a une réalité, c'est que, M. Christophe Barret, qui est ici, qui a consacré un ouvrage à Podemos, pourra compléter, mais il y a quand même un désir de Podemos d'utiliser la question catalane, la crise catalane, pour renverser la table, si vous me passez l'expression, à l'échelle de l'Espagne, parce que les institutions de 1978, Podemos ne les a jamais reconnues. Un ajout à la question de notre ami. Si je ne me trompe, en regardant les sondages, j'ai l'impression que pour l'instant, Podemos ne profite pas de la crise catalane. C'est le PP qui en profite. Podemos, si je ne me trompe, est en chute très nette. Hein. À la question, je pense que Cyril a bien fait d'insister sur l'ancrage territorial en fait de Podemos. Podemos, c'est une marque en balle. Hein. Donc en Catalogne, c'est pour les législatives, c'est En Comú Podem, et pour les élections régionales, c'est Catalunya Si te pot. Et lorsque on interroge les électeurs qui ont voté pour Catalunya Si te pot, en fait, vous en avez 60% qui sont contre l'indépendance, mais 25% qui sont pour la création d'un État indépendant. Alors, je pense que ce chiffre de 25% doit être relativisé, mais c'est un élément qui est utilisé par Puigdemont et d'autres indépendantistes pour dire oui, nous avons fait 48%, mais examinons les votes de Catalunya Si te pot et regardons de plus près, parce qu'en réalité, on est à plus de 48%. Donc, l'argument qui est souvent utilisé que les indépendantistes n'ont pas de base sociale, bon, pour l'instant, à 48%, je dis oui, c'est vrai, mais il faudrait regarder l'électorat de Catalunya Si te pot, parce qu'il est central dans cette affaire. Si je vous suis bien, ça veut dire que le clivage national, pour l'appeler comme ça, simplement, il ne recoupe que partiellement le clivage politique gauche-droite. C'est-à-dire qu'on va retrouver des indépendantistes partout, plus à gauche qu'à droite, sans doute, et des unionistes partout, plus à droite qu'à gauche. Donc c'est quand même un élément important à avoir en tête, parce que ça veut dire que la diversité politique dans le clivage, comme on appelle ça, sécession-union, reste extrêmement important, quoi. D'autres questions? Oui, madame? Oui, moi je voudrais savoir assez rapidement quelle est la différence, enfin s'il y en a, entre l'autonomie du Pays Basque et l'autonomie de la Catalogne. Parce que depuis la crise, on nous dit souvent, oui, les Catalans réclament une autonomie financière aussi importante que le Pays Basque. Oui. Alors, très rapidement. Conformément à la Constitution espagnole de 1978, qui a obtenu beaucoup plus de suffrages en Catalogne qu'au Pays Basque, et aux lois statutaires basques, les trois provinces basques et la communauté autonome de Navarre, disons le Pays Basque et la Navarre, prélèvent elles-mêmes tous les impôts versés par leurs administrés, alors que pour la grande majorité des autres communautés autonomes d'Espagne, Catalogne comprise, le pourcentage prélevé directement par la collectivité territoriale, donc par chaque communauté autonome, a évolué dans le temps, mais on n'est jamais arrivé à 100%, par exemple, de l'impôt sur le revenu. Actuellement, depuis 2009, on est à 50%. 50%
de les impôts sur le revenu restent en Catalogne et dans la majorité des autres communautés autonomes, et 50 autres % vont à l'État central qui redistribue selon des modalités très politiques et très discutées. Du coup, obtenir le même statut, ça a été effectivement demandé très, très, très souvent par les dirigeants catalans successifs, au point que cette revendication a changé de nom au fil du temps. Et je me souviens très bien, fin 2012, à 3 jours avant la première élection portant sur l'indépendance, au CERI, il y a eu un débat sur l'indépendance catalane est-elle inéluctable, point d'interrogation. Pas plus de précautions oratoires que ça. Et l'un des invités, je ne vais pas dire son nom, a présenté cette revendication sans dire un mot du Pays basque. Parce qu'il était à l'étranger, il se disait que personne n'allait connaître la situation espagnole et qu'il pouvait dire, qui plus est dans un institut prestigieux, n'importe quel carabistouille. N'empêche que la revendication, elle vient du Pays basque. Alors récemment, il y a un ancien ministre basque qui a révélé que cette autonomie fiscale totale, ça a été proposé 2 fois à la Catalogne et que les 2 fois, ça a été non. Christian Raro. Oui, non, mais je voulais préciser ce point parce que ça a été proposé lors de la discussion sur la Constitution espagnole. Ça a été proposé à Jordi Pujol, qui l'a effectivement refusé. Il l'a refusé parce que retrouver les impôts, c'est rester politiquement. Hein. Surtout au début d'un mandat un mandat qui, de 1980 à 2003, a été dominé par CEU. Donc, je crois que Cyril a parfaitement répondu sur la distinction entre le régime floral, puisque c'est son nom, Pays basque, Navarre, et le régime de droit commun, qui concerne toutes les autres communautés autonomes. D'autres questions ? Oui, ici. Madame. Merci. J'aimerais avoir votre avis autour des événements qu'il y a eu autour du référendum. Comment vous expliquez la réaction du gouvernement espagnol et pourquoi, justement, en voyant les chiffres que vous avez présentés, avoir une réaction si violente par rapport au référendum et en empêchant les gens d'aller voter, alors que finalement ça a polarisé plus qu'autre chose la revendication des Catalans, et aussi également le roi ensuite qui a eu des positions aussi assez critiques par rapport aux Catalans. J'ajoute à votre question qu'il est quand même sacrément culotté d'empêcher des élections de se tenir normalement pour dire ensuite il n'y a que 43% de votants. Oui, évidemment. Christian. Oui, je voudrais répondre sur ce point. Alors, il y a d'abord un point de vue juridique, c'est-à-dire que c'est un référendum illégal, et du point de vue de la Constitution espagnole, et du point de vue même, puisque ça avait été soumis au Parlement pour le référendum de 2014, le Parlement avait voté massivement. Donc, il y a un aspect juridique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça fait partie du bras de fer, c'est-à-dire que lorsque M. Rajoy se rend compte que les indépendantistes ne vont pas lâcher, il essaye matériellement de désorganiser la tenue de ce référendum, et il se rend compte que ça ne sera pas le cas. Et les Mossos d'Esquadra, c'est-à-dire la police catalane, la plupart sont catalans, même quasiment tous, enfin, bon, ils vivent en Catalogne. Donc, la consigne du major de Mossos d'Esquadra, c'était pas de violence. Donc, ils sont simplement limités à noter les collèges qui étaient fermés, mais quand les gens sont venus pour voter, ils ne se sont pas interposés. Mais la Guardia Civile était déjà en Catalogne. Donc, je pense que la violence qui s'est produite n'est pas simplement liée au fait que les Mossos d'Esquadra n'auraient pas empêché la population de voter. Donc, je pense qu'il y a un aspect juridique, il y a un contexte politique
Et troisième point, puis je laisserai peut-être Cyril donner son avis. Je crois que dans le bras de fer, pardon, dans le bras de fer, Harold a perdu la bataille des images. Et deuxième point, ça a internationalisé la question catalane, le problème catalan. Mais pour autant, les indépendantistes n'ont pas reçu de soutien au niveau international, et notamment l'Union européenne. Et je crois que la question de l'Union européenne est intéressante. Peut-être qu'on en reparle. Oui, je partage ce qu'a dit Christian Haro. Je dirais qu'il y a deux versants. Le versant citoyen, qui a été le choc réellement et très durement ressenti par les Catalans, à vrai dire, pas tous indépendantistes, mais qui avaient décidé de voter, qui pour certains, c'est vrai, l'avaient fait à partir du début des perquisitions et des arrestations le 20 septembre dernier. Mais l'autre versant, c'est celui du gouvernement catalan qui a quand même pris un risque important. Je ne suis pas absolument certain. Et encore une fois, je distingue très clairement des citoyens qui ont voté, qui ont subi directement les violences policières, que rien ne justifiait. Mais le gouvernement catalan a quand même pris le risque d'une situation qui était malheureusement pas impensable dans les derniers jours avant le scrutin. Bien sûr, on pouvait espérer qu'on n'en arrive pas là. Et évidemment, ça ne pouvait pas être une bonne chose. Et ça n'était pas une bonne chose d'en arriver là. Mais la première victime de ces violences, ça a été la population catalane, qu'elle soit indépendantiste ou pas, et pas directement les institutions catalanes. Et puis je rappelle que les opposants à l'indépendance n'avaient pas souhaité se mobiliser pour voter non, ils se sont mobilisés pour appeler à ne pas participer au scrutin. Merci. Il y avait une autre question, je crois. Non, c'était simplement ajouter un point. De la part des indépendantistes les plus radicaux, il y a une stratégie de victimisation, c'est-à-dire plus les Catalans seront massacrés, et mieux ce sera. Donc, j'exagère, mais quand Cyril dit le gouvernement, enfin plus de monde a pris un risque, de la part de certains, c'était un risque anticipé, et derrière, il y avait la médiatisation, l'internationalisation, etc. C'est la stratégie d'arriver à une rupture avec médiation de l'Union européenne. C'est le point de départ. Et je vais m'arrêter parce qu'il y a d'autres questions. Oui. Excusez-moi, vous évoquez plusieurs fois la question de l'Union européenne. Elle me paraît tout à fait centrale. Donc j'aimerais qu'on l'aborde, quoi. Parce que quand je vous ai entendu tout à l'heure dire qu'un certain nombre d'indépendantistes misaient sur une intervention, une médiation européenne, je ne peux pas l'imaginer. C'est-à-dire c'est une absence totale de connaissance de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. C'est quand même des États qui, à des degrés divers, rencontrent tous des problèmes régionaux, pour les appeler par leur nom, et qui, pour l'essentiel, je mets l'Allemagne à part, qui a un statut fédéral qu'on connaît bien, n'ont pas ce genre de délicatesse avec leur région. Enfin, je veux dire, en France, pour parler de la France quand même, notre tradition jacobine, elle fait qu'on n'accepte pas, quand le pauvre Pierre Jox a dit que les Corses étaient un peuple, ça a été un scandale inouï. Il suffit d'aller en Bretagne, moi j'y vis pour une part, pour mesurer quand même la tension qui peut exister. Bref, je ne vois pas comment ils pouvaient imaginer que ce rassemblement de jacobins, Allemagne à part, puisse se mêler d'aucune manière de la question catalane. Je comprends pas d'où ça vient, cette illusion, quoi. En réalité, c'est une stratégie. Mais une stratégie qui repose en fait sur le poids économique de la Catalogne. 20% du PIB, 25% des exportations espagnoles, 50% de la production chimique, et puis je pourrais encore avancer des chiffres. Et l'idée sous-jacente dans cette stratégie, c'est que cela obligera l'État espagnol
à négocier. Et la négociation sera dure, on n'y arrivera pas, et l'Union européenne sera obligée d'intervenir pour, et c'est pas fini d'ailleurs de ce point de vue-là, pour faire en sorte qu'un État membre ne soit pas affaibli par la stratégie indépendantiste. Parce que des chiffres ont circulé, ils sont tout à fait vrais. Je pense que l'Espagne doit être le 5e, peut-être pays, 6e, je ne me souviens plus. Oui. Sans la Catalogne, il serait à la 14e place. Donc l'impact pour l'Espagne d'une sécession de la Catalogne n'est pas sans conséquence, en dehors de d'autres aspects que nous avons évoqués. Et ça, je pense que... Deuxièmement, il y a une illusion, et c'est un point important. C'est les indépendantistes, et en Europe, les indépendantistes sont européistes. Et ils sont pour une Europe fédérale. Donc les indépendantistes se disent on est très européens, etc. Bon, simplement, l'Union européenne, je vais terminer par ce point, l'Union européenne considère que le principal danger pour l'Union européenne, c'est la fragmentation, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'États. Mais la question peut être posée, est-ce que le principal danger n'est pas la montée des partis eurosceptiques et populistes? Je rappelle quand même qu'il a fallu le Brexit pour que la première ministre écossaise soit reçue autrement que dans une antichambre. Donc c'est pour dire quand même, elle est première ministre d'un pays qui a un accord avec le Royaume-Uni, etc. Je suis très heureux que vous parliez du Brexit parce que, et c'est en lien direct avec ce qu'a dit Christian Haro. Oui, le Brexit, c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant de rappeler que les indépendantistes écossais, d'élever la voix. Les indépendantistes écossais, donc, ont milité activement contre le Brexit. Ils n'ont pas attendu que ça passe. Pour eux, être dans un État qui quitterait l'Union européenne, c'était absolument impensable. Dans l'histoire de l'indépendantisme écossais, l'européisme n'est pas là dès le début. N'empêche qu'ils ont vraiment fait leur le projet européen. Et au moment où le SNP, donc le parti qui porte cette revendication d'indépendance écossaise et qui la porte encore, malgré la défaite au référendum de 2014, donc quand il militait activement contre le Brexit, le président catalan Puigdemont ne les a pas réellement soutenus. Il a plutôt dit que la situation probablement créée par le Brexit créerait un contexte finalement assez favorable à ce que la position de l'Union européenne sur la revendication catalane change. Et là, il y a quand même un manque de solidarité important parce que quand on est président catalan et que sur n'importe quel conflit, sur n'importe quel point de la planète, on ne prend pas position, c'est un choix. Parce que les dirigeants catalans ont un avis sur tout, par définition. L'indépendantisme catalan, le nationalisme catalan, c'est une vision du monde. Donc, tout ce qu'ils font doit être connu du reste du monde et tout ce qui se passe d'important et d'utile politiquement ailleurs doit être commenté et utilisé. Donc, les indépendantistes écossais ont été très solidaires envers leurs homologues catalans, enfin homologues entre guillemets, parce que les Écossais, les indépendantistes écossais refusent le terme indépendantiste. Pour eux, ça ne reflète pas ce qu'ils sont, et notamment, ça ne reflète pas leur pragmatisme. Donc, pendant cette campagne du Brexit, il y a ceux qui observaient avec attention, ça a été les mots de Puigdemont, ce qui se passait, et puis ceux qui agissaient pour essayer d'éviter ce péril. Merci. D'autres questions ici? Et ensuite, là-bas. Moi, j'ai une question double sur l'Europe aussi.
peut-être un peu plus sociologique. Quels sont les acteurs qui sont à Bruxelles pour médiatiser un peu et promouvoir cette question d'indépendantisme catalan? Et comment est reçu ce message au sein des institutions? Est-ce qu'on les écoute ou pas? Et si on les écoute, qui l'écoute? Comment on le reçoit? Voilà. Comment est reçu ce message? Je ne veux pas monopoliser la parole, c'est vraiment pas le but. Alors, jusqu'à fin 2012, la représentation du gouvernement catalan, qui existe depuis 2004, c'est officiellement une délégation du gouvernement catalan à Bruxelles, et quelques autres communautés autonomes d'Espagne ont la même chose, Pays Basque bien sûr, n'ont pas dit un mot, pas le début du quart de la moitié d'un mot sur l'indépendance. Et s'ils l'ont fait, là encore, c'est pas un oubli. Ils savaient parfaitement que s'ils le faisaient, et de toute façon, ce n'était pas une position officielle du gouvernement à l'échelle de la Catalogne, ils savaient parfaitement que s'ils le faisaient, l'attitude des dirigeants européens, avec lesquels, encore une fois, la Catalogne, ça a été un exemple de l'implication des régions européennes, donc qu'il serait peut-être difficile d'avoir le même contact, la même facilité avec des commissaires européens, avec le président du Conseil européen, du Conseil de l'UE, comme c'était le cas de la Catalogne et comme c'est le cas de pas toutes les régions, même prospères, au sein de l'Union européenne. Donc la lutte sur la politique espagnole avait lieu à Bruxelles, bien sûr, mais au sein du Parlement européen, où les partis indépendantistes, régionalistes, autonomistes en Europe sont regroupés avec les Verts européens au sein de l'Alliance libre européenne, en coalition donc avec les Verts. Mais au sein de ce parti, qui est une alliance très hétéroclite, il y a quelques champions, quelques phares, qui donnent une partie de leur lumière médiatique aux autres. Donc il y a bien sûr les Catalans, bien sûr les Basques, bien sûr les Flamands de la NVA, bien sûr les Écossais, mais ensuite, la majeure partie des autres formations existerait difficilement sans le Parlement européen et sans la lumière des grands. Il y a les Italiens du Nord aussi, non? Oui, mais ils demandent non, parce que... Alors, il y a deux problèmes. Effectivement, ils ne demandent plus officiellement l'indépendance. Et puis, il y a un autre problème. Ils sont clairement de droite. Et eux, ils ne font pas semblant d'être de gauche, d'extrême droite. Vous avez parfaitement raison. Et donc, c'est vraiment pas une compagnie que les indépendantistes catalans recherchent. Cela dit, vous avez cité la NVA. C'est pas vraiment mieux. Franchement, l'évolution de la NVA, c'est une évolution vers l'extrême droite. Enfin bon, Christian Haro. Oui, ce que je voudrais simplement préciser, c'est que la Catalogne, notamment sous l'impulsion de Jordi Pujol, a mené ce qu'on appelle une paradiplomatie. Et pas simplement auprès de l'Union européenne, vis-à-vis des États-Unis, etc., etc. Alors, s'agissant de la période, il y a la représentation, la délégation du gouvernement catalan. Moi, je voudrais simplement rappeler deux éléments. D'une part, l'Europe, à une certaine période, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'années, a développé ce qu'on appelle l'Europe des régions. Et dans le cas de l'Europe des régions, la Catalogne a été écoutée. Pas simplement la Catalogne, d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Mais il n'y avait pas de demande d'indépendance. Néanmoins, j'appelle votre attention sur le fait que certains considèrent que l'Union européenne devrait évoluer vers, justement, une Europe des régions, sous forme d'État ou pas d'État, ça se discute, parce que la crise, c'est la crise de l'État-nation. Et l'Espagne n'est pas un État-nation. Elle n'a pas été constituée de la même façon que l'État français. Et lorsque Napoléon a voulu... on connaît la suite. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le responsable du département des affaires extérieures, Harold Romeva, a
eu des tentatives, mais les résultats, c'est deux choses. D'une part, Puigdemont n'a été reçu par personne. Et deuxièmement, lorsqu'on discute un peu plus avant, on dit si, il y a des discussions, mais c'est des tentatives personnelles, on ne peut pas en parler, etc. Notamment dans le cadre de l'appel à la médiation internationale. Après le 1er octobre, Puigdemont a fait un appel à une médiation internationale. Alors, il y a eu l'intervention du président du Conseil européen, qui a quand même donné, à mon avis, un faux espoir à Puigdemont, puisqu'il lui demandait de ne pas aller vers la déclaration unilatérale d'indépendance, ce qu'a fait quand même Puigdemont. Il a battu un record, puisqu'il a pris acte des résultats du référendum du 1er octobre. Il a indiqué indépendant, et 6 secondes après, il est revenu en arrière en disant on suspend. Mais du point de vue juridique, il n'y a pas eu de vote formel de l'indépendance unilatérale. Et ça, c'est un point de vue important, parce que M. Rajoy demande à Puigdemont de revenir en arrière. Mais revenir en arrière de quoi, puisque ça n'a pas été voté. Simplement, ce Puigdemont dit qu'il n'y a pas eu de référendum, comme l'a dit Rajoy, il n'y a pas eu d'indépendance. Bon, je crois qu'on est toujours dans le bras de fer. Et le bras de fer, ce qui m'inquiète le plus, bien évidemment, c'est la mise en œuvre de l'article 155 qui arrive à grands pas. Merci. Là-bas. Oui, vous nous avez présenté une excellente analyse en termes d'économie, de politique, avec des pourcentages, des courbes, des cartographies, des stratégies politiques, en somme une vision un peu de l'extérieur. Est-ce que vous pourriez nous donner maintenant des éléments d'explication plus intérieurs, c'est-à-dire pourquoi les Catalans, le peuple catalan, veut-il l'indépendance de la Catalogne? Quelques éléments de l'anthropologie, si vous voulez, de cet indépendantisme. Qui veut répondre à cette question? Non, mais oui. Pas de problème. C'est gentil. Le peuple, tout est fait. Alors, les cartes, c'est très très présent en Catalogne. Hein. C'est pas une vision imposée de l'extérieur, pas totalement. Plus sérieusement, les raisons qu'ont des citoyens très différents, encore une fois, en Catalogne, qui ne sont pas tous les citoyens catalans, de vouloir l'indépendance, elles varient beaucoup d'une personne à l'autre. Certains, bien évidemment, ont été nationalistes modérés et ont considéré à un moment, par exemple après 2010, que l'État des autonomies avait montré son échec et que la seule voie, c'était un État catalan. D'autres ont eu un parcours très différent et viennent de l'écologie. Et pour certains, avoir donné autant d'importance à la terre, pour certains, ça les a conduits vers l'indépendantisme, vers l'idée que cette terre, c'est non seulement un objet d'amour, mais qu'elle doit abriter, recevoir un État. Il y a d'autres personnes qui, sans aller jusqu'à l'indépendantisme, sont d'abord viscéralement en colère contre Mariano Rajoy et qu'ils jugent sans doute un peu abusivement comme l'incarnation de toute l'Espagne, ce que je ne crois pas qu'il est. Il la représente, bien sûr, mais il y a des... S'il n'a pas eu la majorité absolue au Congrès des députés de Madrid, il y a une raison quand même, s'il ne l'a pas gardé. Donc il y a différents itinéraires. Et puis, on arrive sur l'histoire de chacun. On est dans une communauté autonome où le patronyme le plus répandu, c'est García. C'est un peu plus de 22% des Catalans qui ont pour patronyme García, c'est-à-dire pas du tout un patronyme catalan.
Et les patronymes catalans arrivent vraiment parmi les moins répandus, après García Rodríguez. Et ça montre une sociologie profondément diverse, dans laquelle, heureusement, l'expression mariage mixte n'a pas cours, parce qu'un mariage mixte, c'est normalement un peu l'exception. Si à peu près tout le monde est concerné, c'est plus la peine de parler de mariage mixte. Donc, certains ont pu être convaincus par leur conjoint. Il y a eu, bien sûr, Christian Varro l'a rappelé, l'aspect générationnel. Mais, et le fait que pour certains, pour les plus jeunes générations, l'autonomie, ça va de soi parce qu'ils n'ont connu que ça. Et ils ont pu se construire, ou on leur a construit, un univers assez cohérent catalan. Certes, ils sont dans l'État, ils sont juridiquement dans l'État espagnol, mais ils vivent dans un pays catalan et ils considèrent la frontière comme une vraie frontière, déjà maintenant. Mais ça dépend vraiment de chaque citoyen. Merci, Christian. Je voudrais simplement ajouter, pour répondre à la question qui a été posée, on dit que la Catalogne était une société était divisée et que maintenant elle est fracturée. C'est pas simplement globalement, c'est au sein d'une même famille. Vous avez des avis divergents sur l'indépendance. Vous avez des pro-indépendances, des anti-indépendances, etc. Sur le lieu de travail également, partout. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. En famille, on n'en parle pas, parce qu'on sait que ça va le générer, donc on n'en parle pas. Sur le lieu de travail, moi j'ai eu des témoignages de gens qui disaient moi j'en parle pas parce que mon supérieur hiérarchique est pro-indépendantiste, etc., etc. Je voudrais ajouter un élément qu'on n'a pas eu le temps d'exposer, ce sont les origines sociales et économiques du vote indépendantiste. En fait, la nation catalane a toujours été définie, l'identité nationale, principalement définie par la langue. C'est-à-dire, c'est une identité plutôt culturelle, par la langue. Simplement, on constate qu'il y a un lien entre le vote indépendantiste et le fait d'avoir des grands-parents catalans. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voudrais ajouter, c'est que vous avez une différence entre la Catalogne de l'intérieur et la Catalogne du littoral. À l'intérieur, vous avez un vote indépendantiste qui est un peu plus important. Parce que si vous prenez Barcelone, il est évident que vous n'avez pas, globalement, ça dépend des quartiers, mais globalement, il n'y a pas un vote indépendantiste. Après, du point de vue économique, qui vote pour l'indépendance? Eh bien, écoutez, les données sont assez simples. Les gens qui ont des conditions économiques les plus fragiles ou les moins aisées votent contre l'indépendance ou ne votent pas pour l'indépendance. La frontière est autour de 1 800 € de revenus nets par mois. Et au-dessus, progressivement, vous voyez que le oui à l'indépendance est plus important. Ceci s'explique. En réalité, les Catalans, si je puis dire, se retrouvent peut-être face à leur développement économique, qui a demandé une main-d'œuvre qui venait de l'intérieur de l'Espagne. Il y a eu une première immigration, il y a eu une deuxième immigration intérieure. Donc, les descendants des personnes qui sont venues travailler et qui sont restées en Catalogne ne votent pas majoritairement pour l'indépendance. Ça ne veut pas dire que certains ne votent pas pour l'indépendance. Merci beaucoup. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut, avec l'article 155, aller vers une forme de guerre civile? Parce que c'est vraiment... Quand vous dites que les familles ne parlent pas, quand vous dites qu'il y a un clivage profond, et c'est ce que j'avais entendu un petit peu,
et je ne veux même pas faire écho avec ce qu'a été la guerre civile en Catalogne. Quel est votre avis? Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous bloqués. Et j'avais une deuxième question, mais on n'aura peut-être pas le temps. Comment est-ce que les indépendantistes n'ont pas réfléchi, même s'ils se taisaient au niveau de l'Europe, à trouver une stratégie pour pouvoir rester dans l'Europe, en sachant qu'il faut d'abord passer par l'étape État qui adhère, etc. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient réfléchi à ça? Moi, je n'ai rien lu nulle part. Donc, si vous pouvez m'éclairer, je vous remercie. Merci beaucoup. Je précise pour la question ce que j'avais dit tout à l'heure. Concrètement, si la Guardia Civile reçoit des ordres de Madrid et qu'il y a une confrontation avec les Mossos d'Esquadra qui reçoivent les ordres théoriquement de Madrid, mais en fait de Barcelone, que se passe-t-il? Quand notre ami parle de risque de guerre civile, là, on est quand même dans un risque concret, quoi. Qu'on a vu d'ailleurs, au moment des événements, puisque je ne sais pas si vous avez vu ces images qui étaient saisissantes, où on voyait des membres de la Guardia Civile dans un hôtel dont ils devaient quitter les lieux, entourés d'une foule hostile, très hostile. Je ne sais pas qui. Oui. On va se partager peut-être les questions. Donc, je prends l'article 155, qui est simple dans sa formulation, mais délicat dans son application. D'abord, c'est un article qui n'a jamais été utilisé. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de l'article 155, mais comme vous le savez, cet article, sous le contrôle du Sénat, permet au gouvernement de prendre des mesures pour faire respecter les obligations liées à la Constitution et aux autres lois espagnoles, obliger une autonomie à respecter la légalité espagnole. L'article 155 ne précise rien, d'où la grande latitude du gouvernement central, sous le contrôle du Sénat, mais le Parti populaire a la majorité absolue au Sénat. Donc, je pense que M. Rajoy entre dans ce que j'appelle la terra incognita. Là, le risque est important pour lui. S'agissant d'abord, les mesures proposées, nous verrons vendredi ce que retient le Sénat, mais il a annoncé la douleur. Révocation du président de la Generalitat, révocation de son gouvernement, maintien du Parlement mais avec des pouvoirs limités. Les autres mesures, c'est en fait une prise de contrôle politique et administratif de la Generalitat, les finances, les Mossos d'Esquadra et les déclarations que j'ai pu lire de certains Mossos d'Esquadra. C'est quand même, ils appliqueront la loi et respecteront la loi, etc. Oui, et je pense qu'il y a quelque chose d'important. Quand ça touche aux conditions matérielles, quand ça touche à votre vie de famille, à votre vie de famille, ça touche à votre patrimoine, je demande à voir. Et puis par ailleurs, si Puigdemont est voté et qu'il n'y a plus de gouvernement catalan, les Mossos d'Esquadra qui normalement répondent aux ordres de la Generalitat, là, ils vont être sous le contrôle de la police nationale. Prise de contrôle du centre informatique et des télécoms, licenciement de responsables de l'administration de la Generalitat, et un autre enjeu pour lequel M. Rajoy a été distrait, mais qui est un enjeu, me semble-t-il, au sein du Parti populaire, c'est la prise de contrôle des médias publics. La troisième chaîne. Notamment TV3, la radio catalane, etc., qui sont considérés comme des inféodés, en fait, à l'indépendantisme. J'en termine pour dire, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, l'article 155 n'est pas une suspension de l'autonomie, pour une raison simple, c'est que ce qui n'est pas possible, c'est de mettre en œuvre des mesures qui supposent des changements du statut d'autonomie ou de la Constitution.
Donc juridiquement, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas une suspension, encore moins une suppression de l'autonomie, mais elles conduit à une autonomie très limitée sous tutelle de l'État espagnol. Bon, moi, ce que je serais, c'est plus précisément, j'intervenais sur ce point. C'est un mouvement social. C'est un mouvement social qu'il y aura, si ça va juste au bout, et que c'est un 155 très dur, des manifestations. Il y aura un développement de la désobéissance civile. Est-ce qu'il y aura des violences? C'est une question qui peut se poser. Mais en tout cas, il y aura une résistance très forte, même pour des gens qui n'ont pas voté pour l'indépendance. Même pour des gens qui n'ont pas voté pour l'indépendance, parce qu'on touche aux institutions catalanes. Et pour terminer, quand vous avez 2 millions de personnes dans la rue, je ne sais pas ce que peut faire la police et voire l'armée. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a un risque de guerre civile, mais il faut mesurer ce risque. D'abord, il n'est pas important sous prétexte qu'on est en Espagne et qu'il y a eu une guerre civile, parce que en France aussi, on a connu pas mal de formes de guerre civile. Donc, c'est pas parce qu'on est au sud de la Méditerranée, enfin, oui, dans la Méditerranée, qu'il y a plus ce risque. Mais c'est un risque réel à partir du moment où un certain nombre de gens considèrent que penser une chose, c'est être une chose, que être en faveur de l'indépendance, c'est la seule façon d'être reconnu comme catalan. Et que s'y opposer, c'est être espagnol. Lorsqu'on développe ce type d'idée essentialiste, le risque de guerre civile est réel. Maintenant, il faut quand même se rappeler que à la mi-août, la Catalogne et donc toute l'Espagne, et au total des personnes de 35 nationalités différentes, ont été frappées par des attentats. Et que, donc à Barcelone et Cambrils, et que face à ces attentats, les gestes de solidarité, comme ici, ont été immenses, multiformes, et que ce jour-là, pour les personnes directement touchées en Catalogne, et toutes celles qui leur sont venues en aide, il n'y avait plus ni drapeau, ni barrière idéologique, ni barrière partisane. Ensuite, il y a eu une instrumentalisation. C'est beaucoup plus facile d'instrumentaliser des drames de cette ampleur lorsqu'on n'est pas directement touché, que ce soit de l'extrême droite espagnole d'une part, ou des responsables catalans aussi, malheureusement, qui ont considéré que le plus important, c'était de savoir si les Mossos d'Esquadra avaient ou non fait la preuve qu'ils pourraient être la police d'un véritable État. C'est vrai, c'était prioritaire. Mais pour la grande majorité de la population, la très grande, celle qui a manifesté à Cambrils la veille de la manifestation à Barcelone, et ce, sans drapeau aucun, sans banderole aucune, avec juste le respect pour les personnes blessées et tuées, avoir vu récemment ces gestes de solidarité très fortes, c'est quand même une source d'espoir. Je voudrais vous poser une question, puisque vous y faites allusion à tous les deux. Est-ce que l'histoire, et je ne pense pas seulement à la guerre civile, telle qu'elle a été en Catalogne, qui était particulièrement terrible, dans la ville de Barcelone en particulier, mais l'après-guerre civile, c'est-à-dire la longue période où Franco s'est vengé de la Catalogne d'une manière extrêmement brutale et qui a marqué toutes les familles. C'est-à-dire, moi, pour des raisons familiales, je connais un peu. Ça se raconte de génération en génération. C'est pas du tout des choses qui ont disparu. Est-ce que ça, c'est pas quelque part aussi la toile de fond du désir d'indépendance, c'est-à-dire une espèce de sentiment qu'on a été maltraité par l'Espagne, qui était à l'époque incarnée par Franco, quoi. Ça joue pour une partie de la population, oui, mais une grande partie de la population catalane peut se rappeler que parmi tous ceux qui ont résisté au franquisme, pour diverses raisons, il y a aujourd'hui, certes, des gens qui demandent l'indépendance et des gens qui aujourd'hui s'y opposent. Et trouver des familles entièrement dans un camp, c'est pas facile, c'est le principe d'une guerre civile.
Oui, je voudrais simplement préciser, parce que en fait, l'histoire est un peu complète. On n'en parle jamais, mais il y a eu des Catalans fantistes. Hein, et le principal, le plus grand écrivain catalan en langue catalane, enfin, de mon point de vue, Josep Pla, a été fantiste. Même après, il s'est retiré dans l'Empordà, et de ce point de vue-là, il était un peu plus distant. Je dirais que c'est l'histoire qu'on enseigne. Hein, quand vous avez des générations qui reçoivent un enseignement d'histoire qui est plutôt historiciste, c'est-à-dire il y a un début et il y a une arrivée qui est la plénitude nationale, l'État, etc. Je veux dire, ça forge les esprits. Alors il y a des éléments dans l'histoire catalane qui sont athées, ils sont vérifiés, etc. Puis après il y a le discours. Il suffit simplement de visiter le musée d'histoire de la Catalogne. Et si vous y allez pendant la période scolaire, vous verrez des professeurs d'histoire avec les enfants. Et puis, bon, alors, il y a des choses très intéressantes qui sont enseignées. Mais je pense que le récit national, je ne peux pas parler de roman, mais le récit national catalan, par moment, il peut être un petit peu orienté. Monsieur. Oui. Moi, je me demandais un peu par rapport aux issues, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait peut-être calmer les velléités? On parle de peut-être que Puigdemont devrait faire marche arrière. On parle aussi d'élections au sein de la Generalitat. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait en fait être mis à contribution pour au final peut-être réchauffer un peu l'ambiance entre le gouvernement central et le Parlement catalan? Alors, qui est prêt à jouer les Madame Soleil? L'avenir? Oui, allez-y. Oui. D'une part, il y a des éléments actuels qui doivent peut-être nous inquiéter un peu. D'une part, Puigdemont qui devait se présenter devant le groupe de travail, enfin la commission mixte du Sénat, n'a dit qu'il n'y avait plus. Il n'y avait plus non plus devant le plénier, ça c'est le premier point. Le deuxième point, de mon point de vue, le gouvernement central est prêt pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de mettre en œuvre l'article 155. Après, la question c'est est-ce qu'il sera dur ou moins dur. Et là, je pense Millo, c'est le délégué du gouvernement espagnol en Catalogne, pourra peut-être jouer un rôle plus modérateur. C'est un Catalan. Bon, maintenant, il reçoit aussi ses ordres du gouvernement central. Qu'est-ce qu'il y a sur la table du gouvernement catalan? Il y a trois ou quatre options. La première, c'est les élections anticipées, autonomie anticipée, et ça a donné lieu à des heures du Conseil du gouvernement catalan, hier, encore aujourd'hui, etc. À un moment, il y avait un accord, mais c'était très fragile. Il y a la DUI, il y a une autre option qui est proclamer la République catalane, et dans la foulée, convoquer des élections constituantes. Il n'y a pas d'autre choix. Quant à la demande de M. Rajoy, je pense qu'elle ne recevra pas de réponse favorable, c'est-à-dire une espèce de mettre le pas de plus de monde. Je voulais terminer sur un point important que M. Rajoy, du gouvernement central, a l'air de négliger. C'est qu'il est allé, me semble-t-il, trop loin dans l'humiliation. Et je pense que quand vous allez trop loin vis-à-vis de l'humiliation, vous pouvez créer beaucoup de résistance. Peut-être, vous allez répondre aussi,
peut-être faudrait-il préciser, on ne l'a pas fait pour l'instant, que la coalition catalane elle-même est déchirée de contradictions très fortes. C'est-à-dire il y a des ultra-indépendantistes, mais il y a aussi des gens beaucoup plus modérés. Et on a aussi l'impression que Rajoy joue là-dessus. Oui, effectivement, Mariano Rajoy fait le pari d'une explosion du front indépendantiste. Il sait qu'on n'est pas en Écosse, qu'on n'a pas un seul parti face à soi, mais en l'occurrence 3 qui n'ont en commun, à vrai dire, pas grand-chose d'autre que l'indépendance, et qui ne sont pas identiques, notamment sur l'axe droite-gauche. On peut pas... c'est-à-dire que la CUP est un parti d'extrême gauche depuis l'origine, indépendantiste depuis l'origine, donc ça fait 2 grosses différences par rapport au parti de Puigdemont. Et sans la CUP, qui est le moins européiste des 3 partis, il ne serait tout simplement pas président catalan. Et pour la CUP, la déclaration unilatérale d'indépendance, ce n'est pas une mauvaise solution et une solution de repli, c'est la première solution, avec l'idée que Madrid, de toute façon, n'accepterait jamais un référendum contraignant. En plus, il y a ERC, qui fait partie de la coalition au pouvoir de Junts pel Sí, et qui est en croissance électorale ces dernières années. ERC a gagné les dernières européennes en 2014 et n'a certainement pas renoncé à présider seul une Catalogne indépendante. Et le parti de Puigdemont, qui a changé de nom, notamment pour changer d'image, n'est pas dans une forme olympique, à vrai dire. Si on enlève la question de Madrid et qu'on observe la situation strictement en Catalogne. Donc, ils ont des intérêts qui ne sont pas entièrement convergents. Alors, sur les scénarios, je ne vais pas tout à fait répondre, mais Christian Haro a dit ce qu'il fallait. Mais il faut quand même garder en tête que Mariano Rajoy, il y avait d'autres leviers pour jouer, disons, la politique du pire. Il avait depuis 2015 la loi de sécurité nationale qui permet de suspendre l'autonomie, mais à la différence de l'article 155, sans contrôle parlementaire. Vous me direz, oui, mais le Parti populaire a la majorité absolue au Sénat. C'est vrai, mais dans l'application, là aussi inédite, heureusement, de la loi de sécurité nationale, il n'y a aucun contrôle parlementaire. Et puis, il y avait un autre levier qui, lui, est bien plus ancien, c'est l'état d'exception. Mariano Rajoy n'a pas forcément eu la meilleure solution, la meilleure réaction, mais il n'a pas envoyé l'armée, comme certains ont pu le dire. Il a envoyé des forces de l'ordre qui sont du registre de la police et gendarmerie, d'accord. Mais ce n'est pas au sens strict l'armée. Et il n'a pas dissous d'emblée le Parlement catalan, même s'il en a grandement réduit les pouvoirs. Donc, je n'ai pas de certitude sur la suite, mais il y avait d'autres options pour aller encore plus loin dans l'humiliation. D'autres, pardon, oui. Je voulais simplement dire que les dispositifs qui sont évoqués, état d'urgence, état d'exception, état de siège, et puis surtout la loi du bâillon, la loi de sécurité nationale, qui permet en fait d'encadrer les rassemblements publics et prévoit de lourdes amendes en cas de troubles de l'ordre public. Je crois que le gouvernement central et M. Rajoy ont gardé cela dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 157. À mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que dans le bras de fer, ils savent qu'ils auront à leur dispositif, là du 157, ce que tu as évoqué, et puis les autres dispositifs de l'État espagnol. Voilà. Je pense que c'est plutôt une réserve. D'autres questions? Sinon, on va s'arrêter. Oui, bien sûr. Bon, j'aimerais savoir si la Catalogne particulièrement est confrontée au même problème que nous, des délocalisations, des multinationales, des paradis fiscaux, etc. Si aussi elle regarde du côté de Madrid et qu'il voit comment les hommes politiques sont corrompus ou pas,
Enfin, c'est tout ça qui doit jouer aussi et où ils en sont par rapport à ça. Quand on sait par exemple qu'en Bulgarie, le SMIC c'est 200 €, qu'avec 800 € on vit comme des pachas, forcément que ça tente aussi, pas que les Français, mais aussi d'autres gens. Voilà. Et si l'Espagne est confrontée à ça, parce qu'elle a un niveau de vie assez proche du nôtre quand même maintenant. Oh oui, à Barcelone surtout. Ah oui, en Catalogne. Voilà. Alors, qui ? Alors oui, bien sûr, la Catalogne et l'Espagne plus généralement sont confrontées aux délocalisations et toutes ne vont pas effectivement vers Madrid ou vers Valence. Et les affaires de corruption ont un impact très important dans la question qui nous occupe. Et c'est vrai, j'aurais dû en parler plus. Parce que avec la corruption est déjà insupportable en elle-même, mais quand en plus elle s'accompagne de la part des mêmes personnes de mesures d'austérité très dures, ça fait un cocktail absolument détonnant. Et lorsque Puigdemont a pris la parole récemment à Sciences Po Paris, et qu'on lui a demandé, on l'a interrogé sur les affaires de corruption propres à la Catalogne, en parlant de territoire le plus corrompu, ou de parti le plus corrompu d'Espagne. Il a dit mais je croyais que vous parliez du Parti populaire. Voilà. Parce qu'il sait pouvoir jouer là-dessus, sur le niveau de colère que suscite en Catalogne, mais dans l'ensemble de l'Espagne, ces affaires de corruption touchant les grands partis et ce feuilleton avec plusieurs affaires touchant simultanément les plus grands partis. Et Mariano Rajoy est le premier président du gouvernement espagnol à avoir dû témoigner en justice pendant son exercice. Donc on est vraiment dans une situation totalement inédite. Et Podemos, sans précisément ce cocktail forte corruption et forte mesure d'austérité, je pense, n'existerait pas, ou très peu. Christian Haro. Oui, simplement, vous avez parlé des multinationales, des aspects de délocalisation, etc. D'abord, un chiffre. À ce jour, nous avons 1500 transferts de sièges sociaux. Donc, nous savons que les entreprises n'aiment pas l'instabilité politique, l'insécurité juridique et surtout l'atteinte de la déclaration unilatérale d'indépendance et l'éventuelle sortie de l'Union européenne. Mais je dirais que la Catalogne est un des principaux territoires qui attire les investissements étrangers. Alors, est-ce qu'il faudrait que je parle au passé, j'en sais rien, mais qui a attiré des investissements étrangers, un des principaux. Deuxièmement, la Catalogne dispose d'une main-d'œuvre qualifiée que l'on ne retrouve pas dans d'autres régions d'Espagne. C'est quand même la région de la révolution industrielle. Troisièmement, ne pas oublier que Taradone est la principale plateforme pétrochimique de Méditerranée, et même une des principales d'Europe. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'avantages comparatifs pour la Catalogne. Maintenant, la situation actuelle remet peut-être un peu en question ces aspects positifs. Merci beaucoup. Enfin, moi, l'impression, sans aucune compétence particulière, que ça me donne, c'est quand même d'une crise qui n'a pas été gérée, ni d'un côté, ni de l'autre, avec en vision la possibilité d'une issue. Et je crains que ça ne continue parce qu'au fond, il y a des intérêts politiciens, de part et d'autre, pour continuer, parce que Rajoy fait remonter le Parti populaire, parce qu'il faut garder la cohésion de la coalition catalane.
Tout ça est vraiment inquiétant et je trouve que ce n'est pas propre à la Catalogne. On est dans une période où on a des conflits qui n'ont pas de solution en vue et ça explique aussi la poussée des populismes en tout genre et c'est une situation très très préoccupante. Voilà, cela dit, je retiens personnellement le souvenir que je partage avec mon épouse, d'ailleurs, de la première sardane libre à Barcelone en 1977 et c'était fantastique de voir tout un peuple venir danser, ce qu'il n'avait pas le droit de faire dans des conditions de libération extraordinaires. La sardane, on a toujours dansé. Oui, mais même l'année 43, oui, mais pas. On dansait la bataille. Mais à l'époque, on nous a dit à nous, qui passions là, que c'était vécu comme la première sardane libre parce que c'était le nouveau statut de la Catalogne. Il faut faire un peu de modification toujours. Oui, mais c'est beau dans la vie. Qu'est-ce qu'on ferait sans espoir, même sans espoir excessif? Essayons de... Voilà. Alors, je voudrais donc remercier Cyril et Christian. Vous avez leurs livres ici, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment très, très bien. Je le dis parce que je les ai lus, évidemment. Voilà. Et puis, encore une fois, merci de votre présence, de votre attention et à notre prochaine rencontre.